Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au coup d'État en Guinée. Les putschistes ont capturé le président Alpha Condé dimanche et annoncé la dissolution des institutions. Le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, promet un gouvernement d'union et pas de chasse aux sorcières. Ce coup d'État a été largement condamné par la communauté internationale, mais salué par certaines scènes de liesse à Conakry. La capitale guinéenne s'est réveillée sous couvre-feu. Elle vivait au ralenti, cela dit matin. Alors pourquoi un tel coup d'État? Que vont faire les putschistes? Quels enjeux pour ce pays pauvre, deuxième producteur de bauxite? On en discute avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Glaser. Bonsoir, journaliste, auteur du Piège africain de Macron. C'est donc chez Fayard, du continent à l'Hexagone. Ibrahima Diallo, bonsoir. Bienvenue également à vous. Responsable des opérations du FNDC, coordinateur du mouvement international. Tournons la page en Guinée. On l'a deviné, vous êtes contre le parti au pouvoir, le parti d'Alpha Condé. Par Skype de Lomé, donc j'ai Louis Magloire Camaillou qui est avec nous. Bonsoir Louis Magloire, journaliste et président du Club de l'information africaine. Bienvenue à vous. Et on attend Teke Condé, chargé des relations extérieures du RPG Europe. Alors la Guinée, on fait d'abord un petit point sur ce pays. Il se trouve sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est entourée, cette Guinée, de la Guinée-Bissau à l'ouest, du Sénégal, du Mali, vous allez le voir, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, à l'ouest, sud-ouest, de l'océan Atlantique bien sûr, et sa capitale est Conakry. 1300 cours d'eau, on l'appelle le château d'eau de l'Afrique, et ce pays possède le tiers des réserves mondiales de bauxite. C'est également un pays riche en or, en fer, en diamants. Le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a tenté de rassurer lors de sa première apparition en public. Il a déclaré qu'il respecterait les contrats miniers, qu'il se garderait de toute chasse aux sorcières, a-t-il dit. On l'écoute. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs jusqu'à Conakry, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays. Parce que le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. On trouve tout de suite notre correspondant sur place à Conakry, Malik Diakit. Malik, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place ? Et bonsoir. L'ambiance sur place est comme hier. La population est encore dans la rue pour exprimer leur satisfaction selon eux, parce que nous avons interrogé beaucoup d'entre eux. Ils se disent libérés, ils sont très contents. Donc, ce matin, depuis 9 heures, ils sont massivement mobilisés devant la base militaire des putschistes pour acclamer. C'est dans cet endroit qu'il y a eu la réunion. C'est vrai que la réunion est terminée, mais jusque-là, les ministres sont encore dans les mers des putschistes à Conakry. Merci beaucoup. Antoine Glaser, pour donner un peu de contexte, il s'agit bien d'un coup d'État. Il s'agit bien d'un coup d'État et c'est vraiment un immense gâchis, comme a dit, j'ai entendu un confrère ce matin sur une radio guinéenne. C'est un immense gâchis. Vous avez un des plus anciens militants socialistes, Alpha Condé, il arrive au pouvoir en 2010. Tout le monde pense que c'est extraordinaire. Enfin, la Guinée va avoir accès à la démocratie et autres. Il fait un premier mandat, il fait un deuxième mandat, il va absolument faire un troisième mandat. Il y a une sorte de dérive comme ça, autoritaire et autocratique. Et il modifie la Constitution. C'est un immense. Il change la Constitution. Et tout ce qu'il a dénoncé pendant toute sa vie, c'est un type qui a quand même été pendant 20 mois en prison sous Lansana Conté. Donc, il avait payé de sa personne. Je veux dire, il sait ce que c'est que la dictature, l'autocratie, l'incapacité de s'exprimer, les contre-pouvoirs, parce que la démocratie, ce n'est pas les élections, ce sont les contre-pouvoirs, que vous ne pouvez plus vous exprimer quand il n'y a pas de justice, quand la justice est aux ordres. Et c'est un immense gâchis dans ce pays, et vous aboutissez comme ça, avec un coup d'État de militaires. On voit bien qu'il n'y a même pas de résistance, tellement le pays est au bout du bout de ce qui un pays bunkérisé. On s'y attendait. Honnêtement, moi je m'y attendais pas, mais on sentait que c'était un pays bunkérisé depuis Sékou Touré.
la Guinée, c'est un pays à part. C'est un pays qui a dit non au général de Gaulle. C'est un pays qui n'est pas du tout dans la zone franc. C'est un pays qui est vraiment un peu ostracisé par ses voisins, que ce soit le Sénégalais Macky Sall avec Alassane Ouattara. En tout cas, Alpha Condé était un homme seul. Ses camarades socialistes l'ont abandonné depuis des années. Et puis même ses voisins ont commencé à le tenir à bout de gaffe. Du coup, il a été plutôt voir les Russes et les Chinois, parce que compte tenu des réserves de ce pays, c'est absolument extraordinaire. Mais je veux dire, c'est un pays, il s'est bunkérisé tout seul, et en plus, il a choisi pour le défendre le chef des forces spéciales qui lui-même a fait un coup contre lui, alors que ce type-là, il l'avait pris exprès pour finalement mater les rébellions internes. C'est la maladie du troisième mandat. Ah ben, c'est la maladie du troisième mandat, et puis c'est un boomerang absolument incroyable. Ibrahima Diallo, vous êtes dans l'opposition, donc vous, je le rappelle. Votre réaction après ce coup d'État, d'abord, est-ce que le colonel Doumbouya vous a tendu la main au parti de l'opposition ? Oui, il a exprimé la volonté d'avoir une concertation avec toutes les forces vives de la nation, la société civile, les partis politiques, les syndicats. Et nous, hier, le FNDC a pris bonne note et a pris acte de la prise du pouvoir par l'armée parce que justement, cette situation... personne n'a été surpris de la prise du pouvoir par l'armée. Vous n'avez pas été surpris? Non, pas du tout. Seul Alpha Condé est surpris par ce coup d'État. Parce que je rappelle que la Guinée vit une situation exceptionnelle depuis le 22 mars 2020, marquée par un coup d'État civil, cette fois-ci perpétré par M. Alpha Condé. Donc à partir de là, la Guinée était dans une instabilité institutionnelle. Vous dites ça parce qu'il a changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Bien pouvoir. entendu, il a fait un coup d'État civil. Je voudrais juste dire, comme votre invité l'a dit tout à l'heure, Antoine Lézère, merci beaucoup. Donc c'est un coup d'État militaire qui vient renverser un coup d'État civil. Et à la différence du premier, c'est que le coup d'État civil, celui qui l'a perpétré, était engagé de se maintenir au pouvoir. Donc vous approuvez ce coup d'État militaire aujourd'hui? Nous prenons acte parce que la situation, dans tous les cas, les Guinéens s'attendaient. Aujourd'hui, en Guinée, aucune institution n'est légitime et légale. Donc l'armée avait vraiment la porte ouverte parce que le pouvoir était à terre. L'armée ne pouvait pas faire autre chose que de se ranger derrière les aspirations du peuple de Guinée portées par le FNDC depuis 2019. Vous avez vu les nombreuses manifestations que nous avons organisées et c'est pourquoi il y a des scènes de liesse aujourd'hui à Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays. Donc ça veut dire que la population, dans sa majorité, soutient ce changement, n'est-ce pas, de régime. On voit justement ces images de manifestations contre Alpha Condé. À l'époque, on a justement avec nous par Skype de Conakry Téké Condé, chargé des relations extérieures RPG Europe. Donc vous êtes bien sûr du côté du pouvoir, du côté d'Alpha Condé. Comment expliquer qu'il soit devenu autoritaire, Alpha Condé? Bonsoir à vous d'ailleurs et bienvenue. Bonsoir madame. Bon, en fait, évidemment, l'autoritarisme d'Alpha Condé, je ne pourrais pas me déterminer, mais de toute façon, c'est la démocratie, chacun est libre de s'exprimer comme on peut. Et c'est ça d'ailleurs la recherche de la démocratie, la délibération. Mais sérieusement, il faudrait retenir que le pays, dans un contexte sanitaire comme la Covid-19, c'est le monde entier qui est ébranlé économiquement. Et cette situation nous a amenés dans une certaine crise économique qui touche pas non seulement la Guinée, mais tous les pays. Je ne suis pas d'accord avec M. que les Guinéens s'attendaient à ce coup de force. Non. Aucun Guinéen ne s'attendait à ce coup d'État. Je suis actuellement à Conakry. Personne ne s'attendait. La surprise était partout. Tout le monde était surpris de ce fait. Ça peut être un fait émotionnel et spontanément, les militaires se voient capables de s'accaparer du pouvoir. Ce sont des hypothèses qu'il faut donner par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Vous avez des nouvelles d'Alpha Condé? Les nouvelles d'Alpha Condé sont connues de la RTG parce que la déclaration des militaires de Mamadi Doumbouya, le chef putschiste, aurait dit que Alpha Condé se portait bien et qu'il a communiqué avec ses médecins. Donc, c'est ce qui nous rassure. Et ce qui nous rassure, ce qui est aussi à constater est que nous avons évité le pire. Le pire est que les choses sont en train de se passer dans la calmie et il faut éviter des débats vraiment
alarmants qui puissent nous conduire dans des situations de regret national. C'est ce que, là où nous sommes en tant que Guinéens et en tant que patriotes, nous recherchons un consensus parce que de toute façon, et du côté des putschistes et du côté du pouvoir, nous sommes des frères. C'est des Guinéens qui sont face Justement, à leur les histoire. putschistes vous ont approché? Bon, aujourd'hui, les putschistes ont convoqué les dignitaires du pays, le gouvernement et presque toutes les forces vives à dialoguer, à trouver un consensus pour l'issue favorable à cette crise qui est déjà là. Donc voilà. Et maintenant, ce qui est important pour moi de signifier est qu'il faut éviter aussi de spéculer dans les informations parce qu'à tout moment, les intoxications sont à l'œuvre du côté de l'opposition pour pouvoir se positionner. C'est la raison pour laquelle on vous donne aussi la parole. Louis Magloire Kemayou, vous êtes toujours à Lomé. Le coup d'État, on peut dire, pour donner un peu de contexte, que c'est un scénario qu'on le retrouve dans d'autres pays d'Afrique. On peut penser au Mali, on peut penser bien sûr également au Tchad. Oui, c'est quelque chose qui s'est produit. On avait l'impression d'avoir tourné la page des coups d'État militaires en Afrique parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a cette résolution qui avait été prise pour faire que chaque pays où il y a un coup d'État soit mis au banc de la communauté africaine et qu'on prenne toutes les dispositions pour que ce pays-là retrouve l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Dans le cas de la Guinée, c'est une véritable surprise. Ceux qui savaient qu'il y aurait un coup d'État, je leur tire mon chapeau parce que personne ne l'a vu venir, ce coup d'État. Le président avait créé cette unité spéciale pour lutter contre le terrorisme. Certains lui prêtent également l'intention de l'avoir créé pour mater les manifestations et faire taire son opposition, mais il a créé cette unité spéciale, il a fait venir le lieutenant-colonel qui en a pris la direction, qui aujourd'hui a pris le pouvoir pour la diriger. Et donc, l'intention n'était pas qu'il soit renversé, l'intention était de préserver le pays du péril djihadiste et terroriste qui accourt actuellement à ses frontières et qui pourrait éventuellement se dépasser en entrant en Guinée également. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que le contexte politique était très tendu depuis ce changement de constitution qui a permis au président Alpha Condé de se présenter pour le 3e mandat et de gagner cette élection présidentielle dès le premier tour. Mais quand on met tout ça bout à bout, ça ne justifie pas le coup d'État. Ça justifie simplement le fait que le pays était dans un tel contexte de fragilité que malgré la résistance de l'armée, de la garde présidentielle notamment, parce que l'impression que l'on donne, étant donné que tout cela se fait dans une fulgurance inattendue, c'est qu'il n'y a pas eu de résistance. Attendons d'avoir le bilan des morts. Mais je crois qu'il y a eu une résistance de la part des militaires, de la garde présidentielle, et que tous les militaires ne sont pas du côté des putschistes. La réunion de ce matin a permis simplement de vérifier qui pouvait craindre d'aller en prison ou pas parmi les autorités qui ont été convoquées. Donc ça reste très tendu, c'est ce que vous dites, Magloire. Je pense que nous restons encore dans un contexte politique très tendu, très incertain, et que quand les militaires disent qu'ils vont régler le mal guinéen, je ne crois pas qu'ils le régleront en 18 mois, comme c'est devenu la règle aujourd'hui quand les militaires prennent le pouvoir. Il faudra beaucoup plus que cela. Et il faudra surtout beaucoup de vigilance et de pression de la part des voisins et du reste de la communauté internationale pour que les engagements pris soient tenus et surtout pour que l'intégrité physique et surtout la liberté des personnes qui ont servi le régime d'Alpha Condé ne soit pas mise en danger. Donc, je pense qu'il y a de la vigilance à avoir de la part de tout le monde, mais il faut surtout dire qu'au-delà de condamner le coup d'État, il faut surtout condamner l'attitude qui a conduit à la perpétration de ce coup d'État, c'est-à-dire l'obscurantisme dans lequel le président Alpha Condé s'est lancé. Je ne crois pas qu'il soit un dictateur. Il a probablement eu une attitude très sanguine pendant qu'il était à la tête de l'État. Il a été très sourd aux conseils qui lui étaient portés par rapport à la manière dont il devait diriger son pays, mais je pense qu'il a également ouvert la porte en quelque sorte à ce coup d'État qui a été perpétré dimanche. Antoine Gazer, c'est un peu le héros déchu finalement, Alpha Condé. Absolument, je veux dire, pour un certain nombre, il faut savoir par exemple, c'est plus un secret d'État, je ne suis pas dans le secret des princes, mais par exemple François Hollande, Alpha Condé, au moment où il y avait l'internationale socialiste, c'était Mamadou Issoufou, c'était
vraiment tout un certain nombre de l'international socialiste. Vous avez bien vu que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même était président de l'international socialiste, il a immédiatement réagi aussi, parce que c'est vrai que c'était, encore une fois, c'était vraiment le... Il voulait être le Nelson Mandela de l'Ouest. Oui, il a été, alors évidemment, des confrères ont dit un peu facilement, mais c'est pas tort qu'il il a risqué de devenir le Robert Mugabe de la francophonie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'est vraiment bunkérisé tout seul. C'est-à-dire, c'est incroyable comment il a rompu, non seulement avec ses voisins, avec ses anciens camarades, et il a voulu absolument faire ce troisième mandat. Et c'est pas tellement l'élection au moment du troisième mandat, c'est effectivement, c'est au changement de la Constitution qu'il y a eu des morts dans la Russie. Et c'est là où il y a eu les gens qui ont été emprisonnés. C'est un scénario qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs, Antoine Gazer. Ça s'est joué. Est-ce qu'il va démissionner? C'est pas du tout ce qui va se passer là. Démissionner ou pas, la messe. Il va quitter le pays. La messe est dite. On n'est pas dans la configuration du Mali. Vous aviez un soulèvement populaire qui est appuyé après par des militaires, et à ce moment-là, Ibrahim Boubacar Keïta avait démissionné. Là, il est démissionné ou pas, il a perdu le pouvoir. De facto, il a perdu le pouvoir, donc il va quitter le pays? Je ne sais pas s'il va quitter ou pas le pays, mais quand on sait que la communauté internationale, c'est quelque chose qui n'existe pas, compte tenu de la montée en puissance en Afrique des pays comme la Russie ou la Chine, qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand on sait que les voisins, comme en particulier le Sénégal, boudaient la Guinée parce que Alpha Condé avait fermé la frontière au moment des élections parce qu'il considérait que des populations peules pouvaient venir voter contre son opposition, donc pour son opposition. Donc on voit bien que, encore une fois, les soutiens, la CEDEAO, la France, elle se cache derrière la CEDEAO parce que ça la rend. On va y revenir. Et voilà. Ibrahima Diallo, vous souhaitez qu'il quitte le pays, Alpha Condé? Bon, dans tous les cas, nous pensons aujourd'hui, vu la gravité de la situation et de son passé au pouvoir, nous pensons que la justice doit jouer son rôle. Et dans un premier temps, nous demandons tout de même à l'armée de préserver son intégrité physique pour qu'il ait droit à la santé et tous les droits reconnus, n'est-ce pas, à un prisonnier. Donc, mais au-delà de ça, nous pensons que la justice doit jouer son rôle. Il doit être jugé, donc c'est ce que vous dites? Bien entendu, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant son régime et nous pensons qu'il ne faut pas encourager l'impunité. Et lui et les personnes qui l'ont servi, je pense qu'il y a eu 99 morts pendant les manifestations du FNDC, il y a eu 51 pendant la crise post-électorale, donc on ne peut pas tourner la page de tous ces crimes. Donc il doit y avoir une justice pour les victimes. Merci à tous les deux et à vous deux justement qui nous suivez. Merci à vous. On se retrouve après une courte pause. Avec les tirages Loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner minimum 2 millions d'euros et marquer l'histoire. Alors bonne chance avec les jeux Mission Patrimoine. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent compliqués. Versailles, le Mont-Saint-Michel, le Louvre, le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, sites naturels. Avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici, à voir sur France 24 et france24.com. On n'a pas le sentiment que cette administration va utiliser cette horreur pour conduire des guerres de grande ampleur. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. اگر ما وارد به شهر کابل نشیم نکنه که طالبان دوباره بازگشت بکنن. The situation was getting better. There was no district under Taliban control. And we turned our attention to Iraq
and left Afghanistan just drift. Retrouvez la suite de notre documentaire demain sur France 24 et l'intégralité samedi 11 septembre à l'occasion d'une journée exceptionnelle. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h30 à Paris. À la une de l'actualité, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. Godard, Verneuil, une multitude de films d'action. Borsalino avec Alain Delon, Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Jean-Paul Belmondo a incarné le cinéma français. Alain Delon se dit complètement anéanti. En Afghanistan, les talibans ont affirmé contrôler l'ensemble du pays. Ils disent avoir fait tomber la vallée du Panjshir. Ahmad Massoud, quant à lui, a affirmé sur son compte Twitter retenir des positions stratégiques dans la vallée. Enfin, en Guinée, le chef des putschistes tente de rassurer lors de sa première apparition en public. Il a déclaré qu'il respecterait les contrats miniers et qu'il se garderait de toute chasse aux sorcières. Et c'est le thème du débat. Deuxième partie du débat largement consacrée au coup d'État en Guinée. Les putschistes ont capturé, donc, je vous le rappelle, le président Alpha Condé dimanche. Ils ont annoncé également la dissolution des institutions. Ils tentent bien sûr de rassurer. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie d'Antoine Glaser, journaliste, auteur du Piège africain de Macron. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, le parti d'opposition. Par Skype, Delomé, Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Et également par téléphone de Conakry, Teke Condé, chargé des relations extérieures du RPG Europe. On va justement parler des réactions internationales parce qu'on voit que la France, vous le disiez Antoine Glaser, d'abord elle n'a pas soutenu bien sûr ce coup d'État, l'ensemble de la communauté internationale l'a condamné. Que va faire la France? Elle a tout de même un lien particulier à la fois avec Alpha Condé et avec le putschiste d'ailleurs. Absolument, puisqu'il a fait la Légion étrangère jusqu'en 2018. Ceci dit, c'est vrai qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il a tiré un peu une leçon de l'affaire tchadienne, ça veut dire à la mort d'Idriss Déby, il s'est trouvé en première ligne. On avait l'impression, à côté du fils d'Idriss Déby, Mahamat Déby, on a l'impression qu'il adoubait finalement une sorte de succession dynastique. On a l'impression qu'il a décidé que la France devait plus être en première ligne en Afrique. On a vu que maintenant, avec l'opération Barkhane, ils veulent absolument que ça maintenant, la lutte antiterroriste puisse être en première ligne, qu'on ne voit pas des convois un peu comme à la coloniale de la France-Afrique. Donc on voit qu'il veut être en première ligne. Et comment ça se manifeste? Maintenant qu'il y a une crise en Afrique, la France dit, on regarde, qu'est-ce que dit l'Union africaine, qu'est-ce que dit la communauté des États d'Afrique de l'Ouest? Et c'est pour ça qu'on voit bien que dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ils disent, voilà, on est d'accord avec l'appel de la CEDEAO. Sauf que la CEDEAO, franchement, on a bien vu qu'au Mali, ils n'ont pas vraiment fait grand-chose. Et en fait, on s'aperçoit que dans une période historique où c'est vraiment chacun chez soi, selon ses propres problèmes, et franchement, je pense que le président sénégalais Macky Sall, comme le président ivoirien Alassane Ouattara, ils doivent être très contents que le président de la CEDEAO, c'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Et du coup, là, c'est un anglophone. Il va être forcé de régler l'affaire. Ils ont pris une mesure classique en disant, on va interrompre les relations, etc., économiques avec ce pays. Mais pour l'instant, c'est quand même très attentif. Et pour l'instant, la seule chose très étonnante, ce sont les Chinois. Alors justement, on va les écouter, les Chinois. Vous avez Antoine Glaser, parce que voilà, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. On va l'écouter. J'ai vu ça. La Chine s'oppose à la prise de pouvoir par le coup d'État et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. Nous appelons toutes les parties à rester calmes et à faire preuve de retenue, à poursuivre les intérêts fondamentaux du pays et du peuple de Guinée, à résoudre les questions pertinentes par le dialogue et la consultation, afin de maintenir la paix et la stabilité du pays. Ibrahima Diallo, vous êtes également étonné par cette réaction des Chinois qui Oui, nous sommes soutiennent, étonnés parce que ce n'est pas... qui soutiennent Alpha Condé? Oui, bien sûr, nous sommes étonnés, mais nous comprenons bien cette réaction de la Chine parce que la Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire économique de la Guinée. Les Chinois ont beaucoup de marchés dans notre pays, notamment dans le secteur minier. Et nous pensons bien que cette déclaration du gouvernement chinois est de nature à protéger les intérêts chinois, mais ça n'a pas d'incidence sur les événements en cours en Guinée. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la communauté internationale? Écoutez, la communauté internationale est imprégnée de ce qui se passe en Guinée. Je précise que le coup d'État
le coup d'état civil du 22 mars qui a conduit à l'élection d'Alpha Condé pour un troisième mandat n'a pas été approuvé ni par la France, ni par les États-Unis, ni par la CEDEAO, ni par l'Union africaine. Donc, mais il n'approuve pas le putsch non plus. Oui, nous pensons aujourd'hui que les déclarations faites par la communauté internationale, y compris la France, ce sont des déclarations qui relèvent de la diplomatie classique, mais nous sommes conscients que la communauté internationale, y compris la France, va s'engager à accompagner le processus en cours pour... Donc vous pensez qu'il va y avoir une transition douce? Parce que ce que disait Louis-Magloire Kemayou... Bien entendu, c'est ce qui se dessine aujourd'hui. Il n'y a pas de choix. Les Guinéens doivent se retrouver, discuter pour qu'on ait une transition démocratique et qui sera couronnée par l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes pour un retour à l'ordre normal. Séké Condé, vous êtes d'accord justement avec Ibrahima Diallo? Vous pensez qu'il peut y avoir une transition douce, entre guillemets, une sorte de gouvernement d'union? C'est vrai que les putschistes aujourd'hui, en tout cas, tentent de rassurer. Bon, en fait, il ne faut pas se laisser distraire dans les discours parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation nationale dont tous les Guinéens sont préoccupés parce qu'avec un coup d'État, ça nous amène dans une instabilité compte tenu de la situation sous-régionale. Nous avons le Sahel, nous avons le Nord Mali, toutes ces instabilités-là, et aujourd'hui nous avons la Guinée. Donc ce sont des questions fondamentales qu'il faille se poser aujourd'hui. Et en ce qui concerne la Guinée spécifiquement, je pense que nous, en tant que parti politique, en tant que tenant du pouvoir jusque-là, nous ne pouvons pas anticiper. Vous êtes inquiet? Bon, inquiet, je ne saurais pas vous le dire parce que le sentiment nationaliste nous amène à une certaine préoccupation lorsque nous sommes dans ce genre de situation. Alors, l'inquiétude serait naturelle, mais ce n'est pas la déstabilisation non plus. Donc, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que nous sommes des Guinéens. Et nous réservons des discours qui peuvent vraiment attiser à la haine ou aux affronts. Et nous appelons à tous les Guinéens d'être calmes, sereins et de suivre les choses dans leur contexte et de respecter... Vous appelez au calme, hein, vous l'avez dit déjà dans la première partie. Un mot, Louis-Magloire Kemayou, un peu plus bref, s'il vous plaît, que dans la première partie. Comment ont réagi justement les pays africains de l'Ouest? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Antoine Glaser sur ses réactions à Abidjan, justement, à Dakar? Je pense que dans les différentes capitales africaines, on n'a pas un son de cloche univoque. Il n'y a pas eu de réaction du Mali. Ça fait 24 heures que le coup d'État a eu lieu. On n'a pas de réaction de la part de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal non plus. Ces pays-là n'ont pas envie d'ouvrir un débat qui pourrait se prolonger sur leur propre territoire. Donc je pense que c'est presque normal qu'il en soit ainsi. Tout le monde s'est aligné derrière le président ghanéen qui préside actuellement la CEDEAO pour condamner le coup d'État. Mais je pense qu'on n'ira pas plus loin que cela. Pareil pour l'Union africaine, elle est aujourd'hui dans ce principe de subsidiarité qui fait qu'elle ne viendra pas parler plus haut que la CEDEAO. Et donc, on va rentrer dans de la réelle politique où, même si on ne va pas chasser, on ne va pas déposer un contingent militaire aux frontières de la Guinée pour faire partir l'armée, on condamnera sur le principe, mais on gardera un lien pour pouvoir dialoguer avec les autorités de fait qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Antoine Glaser, c'est un peu débrouillez-vous alors? Absolument, mais ça sera de plus en plus. Et en même temps, c'est une bonne chose que, je veux dire, la Guinée aux Guinéens, je veux dire, encore une fois, Mais là, on entre dans une période d'incertitude forte. Oui, mais on ne mesure pas à quel point l'Afrique s'est mondialisée. Encore une fois, quand nous, on parle communauté internationale, on pense à la France, on pense aux Occidentaux. On a parlé de la Chine, là. On parle de la Chine, on parle de la Russie. Mais je veux dire, il y a très peu de temps, Alpha Condé est allé à Saint-Pétersbourg, il devait faire des choses, etc., avec les Russes. Je veux dire, là, vous avez les cours de l'aluminium qui sont en train d'exploser à cause de la situation en Guinée. Mais justement, ça crée une déstabilisation. Donc, on n'aime pas... Oui, justement, il parlait de real politique, on n'aime pas on ne peut pas, tout ce qui est justement déstabilisateur en real politique. Que toutes les interventions extérieures en Afrique, maintenant, conduisent à des impasses. On l'a vu au Mali, on va pas dire qui va intervenir en Guinée demain. Et encore une fois, chaque pays a ses spécificités. La Guinée, ça a toujours été un pays depuis Sékou Touré à part.
Et vraiment, il n'y a que les Guinéens qui peuvent régler le problème entre eux. Ce n'est pas les déclarations extérieures qui vont faire avancer le schmilblick. Un mot sur l'économie, justement, c'est le deuxième producteur de bauxite, donc c'est un enjeu important d'un point de vue économique, ce pays. Très important, c'est très important, mais c'est en même temps un scandale. Vous avez 80%, on dit scandale géologique. 80%, le scandale, c'est 80% des Guinéens qui vivent, il y en a 50% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous avez 80% de chômage. Je veux dire, c'est le problème de la redistribution dans ce pays. C'est un pays qui est exploité énormément de l'extérieur par des grands groupes. Rio Tinto. Mais ce sont les Chinois qui ont remplacé justement Rio Tinto. Il y a les Russes, il y a tout ce qui est aluminium, lithium, il y a des richesses absolument incroyables, un peu comme à peu près au niveau de la République démocratique du Congo, qui est encore plus importante. Mais je veux dire, c'est un grand pays minier, c'est absolument incroyable. Ibrahima Diallo, est-ce que la démocratie peut prendre le dessus au final dans ce pays? Bien entendu, nous l'espérons beaucoup parce que si vous avez vu que la population s'est engagée dans le combat contre le troisième mandat, c'est parce que nous avons un passé douloureux. En 2008, il y a eu, n'est-ce pas, des événements en Guinée et nous avons adopté une constitution qui limitait le nombre de mandats à 2. Donc Alpha Condé a été celui qui a bénéficié de ce combat démocratique du peuple de Guinée, mais fort malheureusement, qui en a décidé autrement. Et c'est pourquoi la population estime qu'aujourd'hui, il faut maintenir la limitation du nombre de mandats. Donc ça veut dire revoir la Constitution avec une limitation des mandats à 2 mandats. Mais bien sûr, intégrer, n'est-ce pas, la limitation du mandat à 2 et éviter qu'on se retourne dans le futur à une telle situation. Est-ce que l'opposition est assez forte? Est-ce que la société civile est assez forte en Guinée pour qu'il puisse y avoir justement un retour à la démocratie? Aujourd'hui, sur les militaires au pouvoir. La société civile est assez forte, l'opposition est assez forte et c'est pourquoi, d'ailleurs, M. Blazer l'a dit tout à l'heure, les Guinéens savent se parler. La Guinée est un pays à part, nous savons discuter entre nous, nous savons nous entendre sur l'essentiel et c'est pourquoi aujourd'hui la majorité de la population guinéenne n'est pas surpris de cette situation et est derrière les acteurs de la société civile et les acteurs politiques pour accompagner une transition démocratique. Teke Kondé, vous êtes d'accord, il va y avoir une transition démocratique, douce, parce qu'aujourd'hui les militaires, encore une fois, les militaires putschistes sont au pouvoir. Bon, moi je vous ai toujours dit que je n'anticipe pas. Vous l'espérez? Allô? Oui, Allô? on vous entend très bien. Oui, je vous ai toujours dit que je n'anticipe pas. Pour commencer, je dirais que anticiper sur la justice, sur la culpabilité de Paul ou de Pierre, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour sauvegarder l'intégrité du territoire qui serait peut-être menacé pour qu'il soit rétabli la démocratie. Et de là, après, on discutera entre Guinéens. Maintenant, les autres discours qui seraient de nature subversif et vraiment tendancieux, nous sortons de tout ça parce que c'est la Guinée qui est en jeu compte tenu de toute la situation qui se pose. La Guinée, avec sa bauxite, avec toute sa richesse, nous parlons de ce pays, c'est lorsqu'il y a une stabilité, c'est lorsque les Guinéens s'entendent et s'écoutent. Alors, de cette perspective, je pense que nous devons sortir de toute passion et de sortir des discours vraiment rhétoriques et parler clairement, concrètement de la situation guinéenne et la stabilité du pays, la paix dans le pays et aider, assister à ce que la Guinée puisse recouvrir sa stabilité démocratique. Et pour que donc vous y croyez, Évidemment, oui. Nous croyons qu'il y aura une paix, nous croyons que la Guinée recouvrera sa démocratie. Je vais vous dire une chose qui est fondamentale. Nous, notre parti, c'est un parti démocratique. Nous avons un leader qui s'appelle Alpha Condé, qui était jusque-là président de la République. La question jusque-là, maintenant, il a été capturé par des militaires. Oui, vous êtes d'accord avec moi que dans un contexte démocratique, cela n'est pas normal. Cela est atypique aux règles démocratiques. Donc, nous ne discutons pas sur cela. Ce dont nous pouvons discuter, nous discutons sur le fait sociopolitique qui incombe aujourd'hui les Guinéens. Notre préoccupation majeure, c'est la responsabilité de chaque Guinéen face au destin de ce pays qui est en jeu. Il faut se poser Donc vous comptez sur la société civile, c'est ça?
Non, nous comptons sur tous les Guinéens. Tous les Guinéens n'est pas juste la société civile. Nous parlons de toutes les couches sociales du pays. Et il faut se poser la question de d'où est-ce que nous venons, de quelle Guinée nous parlons, qu'est-ce qui est jusque-là fait, qu'est-ce qui doit être fait et quel avenir serait promu pour ce pays. Oui, alors, oui, je pense que pour cela, tous les États ont eu leur histoire. Nous avons vu la France qui a eu son histoire avec la prise de Bastille, avec la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce putsch fait partie de l'histoire de la Guinée, c'est ce que vous dites? Non, je veux dire que l'histoire d'un pays se fait avec ses enfants, avec son peuple. Et ce peuple-là doit être illuminé à ce qu'il puisse faire face aux réalités du pays, cette conscience nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ils doivent s'opposer au putsch ou pas? Cela incombe la responsabilité de chaque Guinéen. Il est bon aujourd'hui de venir s'asseoir sur un espace en tant que Guinéen, défendre une position. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous sortons de là, nous nous mettons au-dessus. Alpha Condé, oui, est notre leader, mais la Guinée est au-dessus de tout cela. Alors, nous défendons la Guinée. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Lorsqu'on défend un pays, nous défendons ce pays avec ses valeurs. Ces valeurs-là sont pilotées par des Guinéens. On vous a compris. Que nous représentons en Louis tant Magloire. en tant que membre du RPG. Louis Donc Magloire. j'invite mon frère, M. Diallo, en tant que Guinéen, que nous nous donnions la main pour que nous rétablissions la démocratie dans le pays, en respectant les espaces démocratiques, les espaces Vous appelez à la démocratie. Louis Magloire. Nous puissions construire notre nation. Très bien. Louis Magloire, comment justement les sociétés civiles peuvent-elles peser dans le débat en Guinée? Est-ce qu'on peut croire justement à cette démocratie, maintenant que les militaires sont au pouvoir? Je crois qu'il faut y croire, mais il faut surtout avoir la culture démocratique parce que jusqu'à présent, on est quand même dans un pays qui est très fracturé, notamment fracturé sur le plan ethnique. Cela ne me fait jamais plaisir d'analyser l'actualité d'un pays en me disant qu'il y a des Soussous, des Malinqués, des Peuls et ainsi de suite. Pourtant, dans le débat politique en Guinée, on ne peut pas faire fi de cette donnée qui est très importante aujourd'hui sur la scène politique en Guinée. Donc ça, c'est le premier enjeu très difficile qu'il faut arriver à faire. Faire nation ensemble. Les Guinéens ne font pas encore nation ensemble. La deuxième chose, c'est que l'élection de Alpha Condé en 2010 a été considérée par beaucoup comme l'année zéro de la démocratie en Guinée. Il ne faut pas oublier non plus d'où la Guinée vient. C'est un pays où il y a eu beaucoup de communisme et où, pendant ces années de communisme-là, il y a eu une culture du syndicalisme qui est très forte et qui reste très prégnante jusqu'à présent. C'est ce qui a porté tout le combat, toutes les revendications de Moussa Dadis Camara jusqu'à celle de la lutte contre le troisième mandat, le changement de la Constitution pour le troisième mandat, et qui fait que oui, il faut garder de l'espoir par rapport à cette société civile, mais il faut surtout que ce qui s'est passé en Guinée serve de point de réflexion par rapport au coup d'État et surtout par rapport à la manière dont on vit la démocratie sur le continent africain, parce que plus de 30 ans après le discours de la Baule qui avait donné le coup d'envoi des processus démocratiques dans la plupart des pays africains, on est aujourd'hui dans quelque chose de difficile. On a l'impression que la démocratie, c'est une greffe que l'on fait sur les sociétés africaines et qu'elle peut toujours être rejetée à n'importe quel moment. Pourtant, je pense et je continue d'être convaincu que les Africains et la démocratie, c'est compatible. Mais si on présente cela comme une pression internationale extérieure sur les dirigeants africains, ça ne marchera pas. Et le dernier point que je voudrais développer pour ne pas être trop long, c'est celui du fétichisme de ce troisième mandat. Quand on prend un engagement, on doit le tenir. Et si on ne le tient pas, on ouvre la porte à la contestation. Alors, il n'est pas le seul, effectivement. Il n'est pas le seul, Alpha Condé. Il y en a eu d'autres. Je pense au président ivoirien. Absolument. À chaque fois, il y a des cas. C'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome du troisième mandat. Et la malédiction du troisième mandat. Alpha Condé était fou furieux parce qu'il disait qu'Emmanuel Macron avait condamné. Alpha Condé disait Emmanuel Macron m'a condamné pour mon troisième mandat. Et Alassane Ouattara, alors, le président français disait oui, mais lui, c'était en d'autres conditions. Son candidat est mort, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certes de maintien au pouvoir. Encore une fois, la démocratie, ce ne sont pas les élections. La démocratie, ce sont les contre-pouvoirs, c'est la liberté d'expression, c'est la justice.
Et en Afrique, et même à l'extérieur, encore plus à l'extérieur, on est toujours pour des élections. Mais ça ne sert à rien, les élections, s'il n'y a pas un processus réellement démocratique, s'il n'y a pas des moyens d'expression, si la société civile ne peut pas s'exprimer. Et qu'en est-il justement en Guinée ? Je veux dire, en Guinée, il n'y a pas... je veux dire, là, je suis d'accord avec Louis Magloire Kemayou. C'est vrai que la Guinée a été quand même polluée par le politico-ethnique. Pendant très longtemps, d'ailleurs. Regardez, quand il y a eu finalement Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir, on a tout de suite dit « Ah, c'est un malinqué ». Donc, c'est une révolution de palais. Ce n'est pas du tout l'opposition Peul qui a obtenu le départ d'Alpha Condé. Vous voyez comment ? Parce que là, ça ne sert à rien de se mentir. Il y a tout de suite ce réflexe quand il s'agit de la Guinée, quand il s'agit de la Mali, c'est pareil, Touareg contre Bambara, etc. Et c'est vrai que si on ne prend pas en considération tous ces problèmes-là, sociaux, économiques, politiques et aussi ethniques, on ne comprend pas et ce n'est pas les gens de l'extérieur qui peuvent régler les problèmes. Qu'est-ce qui va se passer en 2 mots pour conclure ? Antoine Glaser, on n'a plus le temps. Je veux dire, en qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'apparemment, ils ont bien préparé leur coup parce qu'ils s'adressent aux secrétaires généraux des ministères. Ça ne s'est pas fait comme ça en une nuit, ça ne s'est pas fait comme au Mali. On voit bien que là, ils ont vraiment préparé pour structurer d'une façon administrative pour tenir toutes les manettes du pouvoir. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, ils sont vraiment installés. Pas de retour en arrière, peut-être pas de démocratie, enfin on ne sait pas. L'avenir reste en tout cas incertain. Et aux Guinéens. Et aux Guinéens, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Antoine Glaser. Merci Ibrahima Diallo. Merci à vous, Louis Magloire Kemayou. Merci Téké Condé également d'avoir été avec nous de Conakry. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.